Votre attention s'il vous plaît. Amis du noir, bonsoir. De retour à mon burlingue, j'avais perdu le goût de décoquiller mon œuf. Mais pas question de capituler. Alors, je récapitulais. Robert, converti au sionisme radical, s'était donc introduit chez moi. Il m'avait balancé tout un baratin biblique, vieux comme le slip de Moïse, qui était censé lui donner le droit de coloniser mon territoire. Comme j'avais refusé de faire mes valoches, il m'avait averti qu'il allait revenir le soir même en mode méchant pour raser mes 4 murs à coups de tank de chantier. Conclusion, soit j'appliquais la vieille loi du talon dans sa face et 2 claques une gifle, soit j'activais mes neurones d'enquêteur pour dégoter la combine qui le renverrait brouter son parchemin ailleurs. J'optais pour la méthode douce, évidemment. Durant le temps du générique, l'idée me vint, de Bourgogne de préférence, d'ouvrir le fascicule poussiéreux que le Robert avait oublié. C'était écrit en hébreu, mais cela me permettrait au moins de me replonger dans les origines de son délire territorial. Son droit de propriété qui me semblait aussi solide qu'un chamallow au barbecue. D'abord un petit peuple, les Hébreux, avec H aspiré, que l'on appellera plus tard les Israélites, puis les Juifs. Ils étaient nomades, un peu agriculteurs, éleveurs de moutons, du côté de la Mésopotamie. Donc, sans chercher à bousculer les cardiaques, on peut dire que leur terre native, c'est là, et pas là. C'est archéologique, et en plus c'est écrit dans leur livre, la Torah, qui correspond plus ou moins à l'Ancien Testament des chrétiens. Faut savoir lire, c'est tout. Oh, eh ben voyons. Vers 1800 avant JC, le grand barbu décide, pour la première fois, de s'adresser à sa modeste création, les humains. Il choisit alors, pour taper la discute, Abraham, le chef des Hébreux, et lui propose que son peuple, les Hébreux donc, croient en lui, le Dieu unique, et en échange, il les protège, et leur offre la terre de Canaan, où coule le lait et le miel, comme c'est écrit dans la Bible. C'est la terre promise. Bref, ils font une alliance. Pourquoi Dieu a choisi de se révéler aux Juifs en premier? Mystère. Cette histoire de terre promise est au centre de cette alliance entre les Juifs et Dieu. C'est pour ça que c'est le peuple élu. Élection que chrétiens et musulmans reconnaissent. Mais bon, pour eux c'est dépassé cette histoire, car Dieu a envoyé de nouveaux prophètes. Mais attention mes apôtres, élus de Dieu ça ne veut pas dire les chouchous non plus. Sinon Dieu ne les aurait pas abandonnés dans les pires horreurs du XXe siècle. Franchement, avec un garde du corps comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Donc vers 1800 avant JC, la tribu d'Abraham installe ses tentes en terre de Canaan. Sacré gaillard d'ailleurs que le Abraham, qui devait tourner au Viagra en perfusion. À 100 ans, il a fait un marmot à sa femme, qui en avait 90. T'y crois ou pas, mais c'est écrit. Et s'il faut prendre cette histoire de terre promise au pied de la lettre, comme ils le font aujourd'hui, faut accepter aussi l'idée que Dieu a créé le monde en 7 jours, et que le père Abraham... J'aime le sport. Quel genre de sport Bah écoutez, avec ma femme, on fait une ngolo dans la case. Mais c'était loin d'être le paradis sur terre, Canaan. Loin du où coule le lait et le miel. Rivalité familiale, division, guerre et famine surtout. Alors, vers 1450 avant JC, les Hébreux partent pour survivre volontairement en Égypte. Volontairement. Avouez que l'idée de terre promise en prend un coup dans l'aile, mes canards. Car c'est de la daube que leur a refilé le grand patron. Mais c'est de la merde! Vers 1250 avant JC, Moïse, avec son peuple sous le bras, se sauve d'Égypte. Pareil que ça se passait pas trop bien là-bas. Après avoir ouvert la mer Rouge, les Hébreux sont libres, mais errent dans le désert. Et là, tout comme son ancêtre Abraham, Moïse, sur le mont Sinaï, rencontre Dieu. Le grand patron lui donne les 10 commandements, ainsi que la Torah, écrite et orale. Et rebelote, Dieu dit à Moïse qu'il faut aller au pays de la terre promise. Terre donc qu'ils avaient déjà quittée volontairement. Vraiment, il veut la refiler sa camelote.
Henri Serin, représentant de la maison Godino. Mais une fois de plus, c'est la volonté de Dieu, ce qui montre bien que c'est le peuple élu. Mais enfin, tout comme on n'a jamais trouvé de plume d'ange, on n'a pas non plus de Polaroid de Moïse sur le mont Sinaï. Donc difficile à partir de là d'imposer cet élu de Dieu aux goy. Les goy n'étant pas un terme péjoratif, mais désigne pour les juifs tous ceux qui ne sont pas juifs, qui ne font pas partie du peuple élu. On reprend le fil. Donc, ils retournent sur la soi-disant terre promise. Mais après leur séjour volontaire de 250 ans en Égypte, le terrain était occupé, forcément. Et déjà, ils vont sortir les violons. Oui, mais on y était avant, et en plus, on est le peuple élu, on a beaucoup souffert. Bon, vous connaissez la rengaine, c'est la même aujourd'hui pour coloniser la Palestine. Bref, après des années de guerre, surtout contre les Cananéens et les Philistins, sans oublier les Moabites, que je cite pour le plaisir, les Juifs, avec violence et massacre, vont reconquérir leur soi-disant terre promise. Et que je fais pas de la littérature, je vous étale simplement ce qui est écrit dans leurs livres. Après, on peut se questionner, pourquoi Dieu ne leur a pas refilé un coin peinard, sans locataire, ni baston? On sait pas. Les Juifs donc réussissent à se réinstaller, pour la deuxième fois en terre de Canaan. Mais croyez pas pour autant qu'ils étaient pépères, mes agneaux. Loin d'être unis comme les 10 doigts de la main, ils vont se chamailler en famille, puis bientôt ils vont être envahis, exilés. Dieu est donc un très bon commercial en leur refilant une terre promise, mais question service après-vente, il vaut rien. Because les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs d'Alexandre, les Romains, les Byzantins, les musulmans, les Croisés, les Ottomans, puis en 1917 les Anglais, tous vont occuper les uns après les autres ce territoire. Manque que Napoléon. En clair, les Juifs ont contrôlé directement ce bout de terrain moins de 500 ans. Comme quoi, le droit historique des Juifs sur ce territoire, c'est aussi bancal qu'un tabouret à 2 pieds. S'ajoute à ça que ça fait près de 2000 ans que la très grande majorité des Juifs vit loin de sa terre promise, éparpillée façon Pulse. On va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. L'histoire d'amour entre les Juifs et la terre promise prend un tournant salé avec l'invasion romaine. Ça a même été une rupture violente. En 70 puis en 135, les enfants d'Abraham se révoltent contre les spaghettis en jupette, qui les avaient envahis donc. Mais ça va être 2 baffes historiques pour les élus de Dieu. Destruction du second temple de Jérusalem, sauf un mur, le mur des lamentations. Interdiction pour les Juifs durant 200 ans de se rendre à Jérusalem, mais surtout répression, massacre, esclavage. Et beaucoup vont faire leur valoche et partir la Torah sous le bras, volontairement chercher le bonheur ailleurs. Ça se comprend. À ce moment-là de mon enquête, je cherchais toujours un moyen de sauver ma boutique. Alors je me suis dit qu'un homme assis allait beaucoup moins loin qu'un homme debout. Donc, je me suis levé. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'en étais où déjà? Ah oui, à la grande dispersion du peuple juif. Certains vont rester, mais ils sont désormais une poignée de sable en Palestine. En 1900, ils sont encore moins de 10%. Parmi ceux qui vont rester, le temps va faire son boulot. Et beaucoup vont glisser vers le christianisme, et surtout vers l'islam, en gardant quelques traditions collées à la semelle. Et que je rappelle, et il faut le savoir, que de 638 à 1917, la Palestine sera pratiquement exclusivement sous domination musulmane. Et on peut en conclure que mon pote Aladin, qui n'a jamais été un génie, mais qui est originaire de Palestine, peut très bien être un descendant de ce peuple hébreu. Car son pépé et sa mémé étaient peut-être des Lévis ou des Cohen qui se sont convertis à l'islam. In fine donc, Israël génociderait aujourd'hui ses propres ancêtres. C'est ballot quand même. Et là, mes amours, vous vous demandez si ce peuple était obligé de vivre sur la terre de Canaan, appelée ensuite Israël, puis Palestine par les Romains. Mais le blême, c'est que Dieu a fait une promesse immobilière, mais il a dit que dalle sur l'obligation d'y beurrer sa tartine tous les matins. Obligatoire d'y vivre sur ce lopin de terre ou pas? Cette terre promise, c'est sacré ou symbolique? Les avis chez les rabbins divergent, en un seul mot. Pas de consensus, en un seul mot aussi. C'est la foire d'empoigne entre eux sur le sujet.
toujours prêt d'ailleurs à en découdre pour une histoire de virgule dans la Torah, ou dans le Talmud, livre de commentaires de la Torah, aussi sacré que le livre sacré. Donc après sa grande vadrouille diasporique, le peuple juif s'éparpille en petites communautés, un peu partout. Il s'occupe surtout de commerce et fait souvent le lien entre croix et croissant, entre chrétiens et musulmans que je veux dire. Avec les Arabes, ça roule pas trop mal, faut dire que ce sont des cousins sémites. Oui, les Sémites sont les peuples dont la langue a la même origine. Donc logiquement, mon pote Aladin, arabe donc, ne peut pas être antisémite. Avec les chrétiens, les relations piquent un peu, car on les accuse d'avoir fait tuer le Christ, qui était juif pourtant, mais qui remettait en cause les traditions et cette idée de peuple élu. Ils sont mal vus aussi because ils ne mangent pas de cochon, lisent à l'envers, de droite à gauche je veux dire, et ils ont un sens tribal, en marge, ce qui fait qu'on les soupçonne assez souvent de comploter. Vrai qu'ils vivent en groupe, pour garder les traditions. Ils ne se marient qu'entre eux par exemple. Cette méfiance fait qu'à la moindre occasion, cette petite minorité servira de bouc émissaire. Pourtant, les Juifs ne sont pas si fermés que ça, puisque certains vont s'imprégner de la culture méditerranéenne, ce sera les Séfarades, et d'autres des cultures de l'Europe centrale, les Ashkénazes, qui vont d'ailleurs inventer une langue proche de l'allemand, le yiddish. Et c'est là que ça se complique un peu, mes poussins. Accrochez vos kippas. Oui, pour l'instant, c'était chill, ou easy. Et si tu te sens trop cave pour suivre, tu peux toujours allumer la télé, car ici, on fait pas dans la dentelle. Mais à ce moment de l'enquête, entre mon œuf, le Robert et la lecture de la vieille alliance, je commençais à muser. Mais je songeais quand même à l'hypothèse Khazar. Parce que là, il y a de la remise en cause. Les Ashkénazes ne seraient pas, selon certains historiens, directement des descendants du peuple élu, mais des convertis. Les Ashkénazes auraient comme ancêtres les Khazars, un peuple assez puissant entre le 6e et le 13e siècle, qui se serait converti au judaïsme. Difficile après ça de réclamer la Palestine quand tes ancêtres n'ont plus rien à voir avec la terre promise. Mais le sujet khazar reste assez flou. Bon, enfin, difficile tout court de se dire proprio d'un terrain où on n'a pas posé une sandale depuis près de 2000 ans. Pourtant, c'est ce qui va arriver. Et on appelle ça le sionisme. Avant l'idéologie sioniste, le peuple de la religion du désert, dispersé loin de sa terre, soi-disant promise. Je vous avoue, mes agneaux, qu'à ce moment-là, j'ai eu un petit moment d'égarement. Alors, avant d'attaquer la partie sur le sionisme proprement dit, façon de parler, je me permets de vous rappeler de vous abonner, liker et de commettre un commentaire. À toutes, et on se retrouve éveillés dans le chapitre 3. C'était bien, c'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Hein. Bon, écoutez, pendant qu'on est chaud, d'accord? Allez hop, on reprend le tout. Hop.